J'ai rencontré Meyer pour la première fois lorsque deux de mes collègues et moi-même lui avons rendu visite pour voir son appareil de fission des molécules d'eau. Il nous a donc fait la démonstration du fonctionnement de sa cuve qu'il a remplie d'eau du robinet. Plus exactement, c'est moi qui l'ai remplie. Puis il l'a branchée et presque instantanément, 3 mâchoires de serrage sont tombées à cause du débit auquel le gaz se déversait. C'était tout à fait surprenant. Quelle que soit la source d'énergie utilisée par Meyer, elle était sans commune mesure avec la puissance électrique consommée. Quelque chose l'alimentait en dépit de l'opinion communément admise. Le gaz qui se dégage si abondamment est évidemment de l'hydrogène. En l'allumant, Meyer produit une flamme dont la température est si élevée qu'elle peut découper du métal. Stanley Meyer rencontre beaucoup de difficultés. Par 3 fois, il a tenté de lancer son appareil. Il a organisé des conférences de presse, contacté la presse technique. Mais à chaque fois, on s'est moqué de lui. Surtout au début. On a ridiculisé son idée. On lui accorde un peu plus d'attention aujourd'hui parce que certains scientifiques s'intéressent à lui. Mais en général, la science est très intolérante, en particulier la science moderne. Les revendications de Meyer, comme celles de Tesla, de Griggs et des autres, sont si éloignées du savoir scientifique admis qu'elles sont ignorées par la majorité de la communauté scientifique. Mais Meyer leur rend l'appareil. Depuis 10 ans, il applique toute son énergie à gagner la reconnaissance de ses revendications par l'obtention de brevets internationaux. Il était très difficile de présenter les documents légaux de manière à faire comprendre le processus à l'Institut de la propriété industrielle. Un jour, nous avons transporté la cuve d'eau jusqu'à Washington. Et bien sûr, je l'avais réglée pour qu'elle produise une énorme quantité d'hydrogène. L'instructeur du dossier de la demande de brevet a déclaré que ça ne pouvait pas fonctionner selon le processus de l'électrolyse. On a mis la machine sous tension et elle a immédiatement produit une énorme quantité d'hydrogène. L'instructeur, qui a soudain réalisé ce qu'on était en train de faire, est sorti dans le couloir en hurlant « Éteignez vos cigarettes, il y a de l'hydrogène dans le bâtiment !» On a bien ri et on s'est dit qu'on avait réussi à convaincre tout le monde qu'on pouvait faire exactement ce qu'on avait annoncé. Malgré cela, l'Institut de la propriété industrielle américain a attendu 3 ans avant de leur accorder un brevet pour leur machine. Depuis, Meyer a quand même réussi à faire breveter sa machine en Europe et au Japon. Mais cette machine n'est que la première étape en direction du rêve ultime de Meyer. Si tout se passe bien, l'application de sa technologie marquera le 21e siècle, autant que les inventions des frères Wright et de Carl Benz ont marqué le 20e. Il adapte actuellement un buggy qui fonctionnera à l'eau. Il n'aura pas de réservoir d'essence, ni de conteneur d'hydrogène, juste un réservoir d'eau. Il a inventé un appareil appelé séparateur d'eau pour remplacer la bougie d'allumage. L'eau injectée dans le moteur est fractionnée en hydrogène et oxygène et sert de combustible. Actuellement, il travaille sur un équipement universel capable de modifier n'importe quel moteur. Il espère en faire la démonstration sur ce véhicule d'ici 12 mois. Évidemment, utiliser de l'eau comme combustible est exceptionnel, car elle ne produit que de la vapeur d'eau. On résout ainsi les problèmes de pollution de l'environnement. En utilisant de l'eau, on préserve l'équilibre de la planète. Meyer avoue qu'il protège ses inventions au point d'en devenir paranoïaque. La plupart de ceux qui l'ont approché le décrivent comme un excentrique et pensent que sa voiture n'est que pure folie. Mais la folie et le génie font bon ménage. Meyer partage avec de nombreux inventeurs un problème bien plus important que la paranoïa. En tant qu'ingénieur ne possédant aucun bagage scientifique, il doit franchir un énorme obstacle, parvenir à communiquer avec les scientifiques. La langue utilisée par les inventeurs pour décrire leurs découvertes n'est pas celle que j'utilise en tant que scientifique. Je dois donc traduire sous une forme qui ait du sens pour moi afin de comprendre ce qu'ils essaient de dire. Ça pourrait aussi bien être écrit en swahili. Ça ne m'incite pas beaucoup à faire des efforts pour comprendre. Je ne pense pas qu'il en sortirait des trésors de sagesse. C'est la loi des rendements décroissants. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème de communication. Un large fossé sépare les scientifiques et les inventeurs. En effet, la plupart des scientifiques refusent totalement de risquer leur réputation pour traiter des sujets qui n'ont pas une origine purement scientifique.
La peur du ridicule empêche un grand nombre de scientifiques de se pencher sur certaines questions.